Merci beaucoup, and thanks again for having me again, for having the patience to have me again. Can you hear me? Oh, okay. Maybe now? Okay, good. Um, before we talk about the concept of prison, not prison itself, but rather the concept of prison, I think we have to place it within kind of a different type of context. Israel uses the following strategies to deal with the Palestinian people. They have done this starting in the 1940s during the Nakba, and they continue to do so until today. Ethnic cleansing, prison, genocide. Ethnic cleansing, prison, genocide. Sometimes the focus, like during the Nakba, was on ethnic cleansing. Uh, Currently, the focus is on genocide, but essentially, these are the three go to strategies that Israel employs in crushing the Palestinian aspirations and the Palestinian rebellion. Merci à toutes et à tous d'être encore là aujourd'hui et de me supporter ou de m'écouter encore aujourd'hui. Alors avant de parler des prisons dans le contexte palestinien, il faut d'abord remettre ce concept dans un contexte particulier qui est celui des prisons israéliennes. Pour Israël, les prisons ne sont pas que des prisons, elles font partie d'une plus grande stratégie dans leur entreprise coloniale. C'est une stratégie qui a commencé dans les années 40 avec la Nakba et qui continue encore jusqu'à aujourd'hui. La stratégie d'Israël, elle a trois volets. Nettoyage ethnique, emprisonnement, génocide. Nettoyage ethnique, emprisonnement, génocide. Alors, parfois dans l'histoire, le focus a été sur le nettoyage ethnique, comme dans les années 40. Aujourd'hui, le focus est sur le génocide. Mais ce sont les trois stratégies qu'ils ont à leur portée et qu'ils alternent en fonction de la résistance. Et ces trois stratégies sont faites pour écraser la résistance palestinienne et l'esprit palestinien et l'expression palestinienne. Each one of these strategies serves a purpose for Israel. Although all of them, notice, targets the Palestinian people as a people. Because in Israel's mindset, the issue is not about Fatah or Hamas. It's not about fighters or militants or terrorists, if you want to call them that. This is not the issue. The issue for Israel is the Palestinian people as a people. And this is why these strategies all target the Palestinian people as a nation. Alors chacune de ces stratégies a un goal spécifique, un but spécifique. Néanmoins, ce qu'elles partagent tous, c'est l'ambition plus grande de cibler les personnes palestiniennes, donc les Palestiniens et les Palestiniennes en tant que peuple. Donc la stratégie plus grande, ce n'est pas de cibler le Fatah, de cibler le Hamas ou d'autres mouvements de résistance palestinienne, c'est vraiment de s'attaquer aux Palestiniens en tant que peuple parce que c'est là qu'est le danger pour Israël. But what makes the prison experience particularly important? When we say prison, we are not talking about walls, barbed wires, and prison guards in uniform. We are talking about a collective experience. The Palestinian people throughout occupied Palestine live various degrees of confinement that can all be qualified as a form of imprisonment. Quand on parle d'expérience de la prison en Palestine, on ne parle pas seulement, enfin c'est une expérience qui est très particulière. Quand on vous parle de prison, la première image qu'on a en tête, c'est des fils barbelés, des gardiens de prison, voilà, des prisonniers entre quatre murs. Mais dans le cas de la Palestine, quand on parle de prison, on peut parler aussi d'une expérience collective qui est partagée par tous les Palestiniens et Palestiniennes sur le sol palestinien. Toutes les personnes qui vivent en Palestine, Palestiniens et Palestiniennes, expérimentent différents degrés de confinement et d'emprisonnement qui sont à prendre en compte quand on parle d'expérience de la prison en Palestine. Look at the West Bank, for example. The West Bank's relationship to Gaza and both their relationship to occupied East Jerusalem. You're going to find hundreds of Israeli military checkpoints. You're going to find numerous Israeli settlements occupying a space that is dedicated to Jews only, and Arabs, Christians or Muslims are not allowed to access. You're going to find the so called bypass roads that are only for the use of Israeli Jews, but not for the use of others.
you're going to find, and that's very important, of course, the apartheid wall that is snaking not at the border between the West Bank and Israel, but rather snaking within the West Bank itself, and in the process confining the Palestinian people within small areas. For example, if you look at Bethlehem in particular, as an example, you're going to find that the Israeli wall goes through Bethlehem entirely, and it makes Bethlehem really an open air prison that is entirely surrounded by Israeli walls, and you would have to go through an Israeli military checkpoint in order for you to access or to leave. Alors, on peut regarder la configuration de la Palestine, de la Cisjordanie à la bande de Gaza et à Jérusalem-Est qui est donc occupée. Quand vous regardez cette configuration, vous voyez que l'espace est séparé par des checkpoints, encore et encore plus de checkpoints. On a les endroits où des colonies ont été créées et qui continuent encore à s'accumuler. On a des aires de la Palestine qui sont réservées aux Juifs, dans lesquelles les chrétiens et les musulmans sont interdits. On a des routes qui sont uniquement ouvertes également aux Israéliens. Et évidemment, on a le fameux mur de l'apartheid. D'ailleurs, ce mur, on peut aussi s'y attarder, il ne sépare pas seulement la Cisjordanie d'Israël. Ce mur continue aussi au sein même de la Cisjordanie. Et il a pour effet tout simplement le confinement de certains des Palestiniens au sein même de la Cisjordanie occupée, et donc le confinement de populations dans des petites aires, dans des petits quartiers, par exemple Bethléem. Si vous regardez une carte de la Palestine et que vous voyez comment se situe Bethléem, vous voyez qu'en fait elle est complètement entourée de colonies israéliennes, et donc ça a l'effet de faire de Bethléem tout simplement une prison à ciel ouvert. In addition to the fact that after the signing of the Oslo Accords, the West Bank itself was divided in two areas, Area A, Area B, and Area C. Each one of these areas is governed by different type of military orders. All of them are either under full or partial Israeli control. In recent years, of course, all of the West Bank is under full Israeli control. But if I am a Palestinian living in Area C, for example, I want to build a house, I want to add a room to my house, I want to go to university, I want to go to the hospital, I have to acquire an Israeli permit. I have to go through an Israeli military checkpoint. Prison. Essentially, it's prison. Alors, ce qui a changé après les accords d'Oslo, c'est que, vous le savez peut-être ou non, la Cisjordanie a été divisée en trois zones. Il y a la zone A et la zone B et la zone C en Cisjordanie. Et ces zones sont dirigées par différents ordres militaires israéliens avec différents niveaux de contrôle. Aujourd'hui, depuis quelques années, c'est le contrôle total israélien sur ces zones-là. Alors, imaginons que je sois un Palestinien de la zone C, donc j'habite en zone C. Si je veux aller à l'université dans une autre zone, si je veux aller à l'hôpital, visiter des proches, je dois quémander un permis à Israël pour sortir de ma zone et avoir accès aux autres zones. C'est ce que j'appelle une prison à ciel ouvert. The situation in the Gaza Strip is, as you can imagine, a lot worse. And it has been a lot worse even before the current genocide. Gaza is a very small area. It's about 100, that's a mile, 181 square miles. That's about 360 square kilometers. We talk about the Israeli siege on Gaza as if one that started in 2006, 2007. In actuality, Gaza has been under a permanent Israeli state of siege since 1967. 360. Alors, la situation à Gaza, c'est encore pire qu'en Cisjordanie. Là-bas, déjà bien avant le génocide, on avait évidemment en fait cette notion de prison à ciel ouvert qui était encore plus grande. Gaza, c'est très petit, hein, c'est un espace assez petit, environ 360 km². Et déjà bien avant 2007 et bien avant le blocus de Gaza, on avait déjà des conditions de prison qui étaient réalisées là-bas. I was born and raised in the Gaza Strip. My family comes originally from a village in southern Palestine. I grew up in a refugee camp.
the refugee camp lived in almost total isolation from other refugee camps. We had to go through Israeli military, not just checkpoints, but military encampments in order for us to get out of Gaza or to leave. And when we disobeyed orders, the Israelis would impose a military curfew that could last for days, weeks, and sometimes months. Je suis née à Raza. Je suis née à Raza, j'ai grandi à Raza, dans le sud de la Palestine, dans un petit camp de réfugiés. Et on était dans un camp qui était particulièrement isolé des autres camps. Et j'ai encore le souvenir, quand on voulait changer, quand on voulait sortir de ce camp pour aller dans d'autres camps, on devait passer par des tas de routes et de vraies barricades israéliennes pour arriver à d'autres camps. Et si on ne se pliait pas à ces conditions-là de mobilité, on avait une réponse israélienne qui était d'instaurer un couvre-feu dans la zone. Et c'était un couvre-feu qui pouvait durer quelques jours, quelques semaines et parfois même des mois. During the first Palestinian Intifada, 1987, as an example, I don't remember visiting any family member that lived outside of our immediate refugee camp for 7 years, despite the fact that they lived a distance of 5, 10, or 15 minutes away. Pendant la première intifada en 1987, je me rappelle que, en fait, on n'a pas pu visiter les membres de notre famille durant 7 ans. Pendant 7 ans, on n'a pas pu aller les voir alors qu'on habitait à seulement 5, 10 ou 15 minutes l'un de l'autre, étant donné la façon dont on était empêchés de sortir de notre zone. So when we talk about the Palestinian prison experience, we're not talking about specific prisons per se, although these prisons represent the worst of that sense of confinement. But every Palestinian, at some capacity, experience imprisonment inside Israel, even if he is technically not a prisoner inside Israel. Donc quand on vous parle, de prison et d'emprisonnement dans le contexte de la Palestine, on ne vous parle pas seulement des prisons physiques. Les prisons physiques israéliennes qui enferment des Palestiniens et des Palestiniennes, elles sont, si vous voulez, une expression ultime et la plus concrète de ce sens de confinement que les Palestiniens et les Palestiniennes expérimentent et vivent. Mais en réalité, toutes les personnes palestiniennes qui sont sur ce territoire-là vivent au quotidien un sentiment d'emprisonnement. Why does Israel imprison Palestinians? Why is it so important aspect of the Israeli military occupation to imprison Palestinians? Israelis are under the impression that if you imprison the Palestinian people long enough, you're going to achieve something. And that something in their mind is central to their thinking, and that is just breaking the collective spirit of the Palestinian people. Mais donc la question s'impose, pourquoi est-ce que c'est si important pour Israël d'enfermer les Palestiniens, que ce soit un vrai emprisonnement au sein des prisons ou un emprisonnement, si vous voulez, un peu abstrait, informel? Pourquoi est-ce que c'est un élément si important de la stratégie d'occupation militaire israélienne? Eh bien, mon opinion, c'est que Israël a cette croyance assez tenace que si on emprisonne les Palestiniens et les Palestiniennes pendant assez longtemps, on va arriver à notre objectif qui est de casser l'esprit palestinien. And again, it's not just the element of physical confinement, it's also psychological and emotional confinement as well. For example, when we were little children in Gaza, we were not allowed to raise a Palestinian flag. We were not allowed to use certain words. We were not allowed to write poetry that could be seen as anti-Israeli occupation. We couldn't even write the word Palestine in any way that may offend the sensibilities of the Israeli occupation. Au-delà de l'emprisonnement et de l'oppression physique pour les Palestiniens et les Palestiniennes, on a aussi tout un volet d'oppression psychologique et aussi émotionnelle en Palestine.
Je me souviens quand j'étais enfant, avec les enfants de mon quartier, on n'avait pas le droit d'ériger un drapeau palestinien, alors qu'on était à Raza en Palestine. On ne pouvait pas dresser un drapeau palestinien. On ne pouvait pas utiliser certains mots, on ne pouvait pas écrire ou réciter de la poésie. Toutes les choses qui pouvaient être vues comme un danger pour Israël étaient interdites. On ne pouvait même pas écrire le mot Palestine, Palestine sur les murs de notre quartier. Tout ce qui pouvait être une gêne, un danger pour la sensibilité israélienne était interdit. You notice that when Palestinians resist, they are always aware of the fact that their resistance would have to be situated within the rejection of the prison paradigm. Vous pouvez remarquer que quand les Palestiniens résistent, dans les formes de la résistance, ils et elles sont toujours très conscients qu'il faut aussi prendre en compte le démantèlement et le rejet de tout le système carcéral israélien. C'est un élément central de la résistance palestinienne et du discours de résistance palestinien. I can't even tell you how many Palestinian youth have been shot by Israel trying to scale a wall, a fence, a tower to place a Palestinian flag somewhere. And you would think, why is that so important? Why is it so important for that youth to get to that wall, to climb it, and to put a Palestinian flag? But again, the idea is ultimately psychological. The idea is that we continue to reject our permanent confinement and our continuous imprisonment. Je n'ai pas les mots et je n'ai pas les chiffres pour vous rappeler combien de jeunes Palestiniens et Palestiniennes, alors qu'ils et elles essayaient de jeter des pierres contre le mur de prison israélienne pour aller déposer un drapeau sur ce mur-là, se sont fait abattre ou voilà, l'armée israélienne leur a tiré dessus. C'est arrivé des dizaines et des dizaines de fois. Mais pourquoi est-ce que c'est si important pour les Palestiniens et Palestiniennes, jeunesse et au-delà, de placer ce drapeau palestinien dans leur territoire? Encore une fois, ici, l'importance est psychologique. Les Palestiniens et les Palestiniennes continuent à affirmer le rejet de cet emprisonnement permanent et de ces conditions d'oppression qui n'ont pas de fin. Even the idea of digging tunnels. Now, the digging of tunnels in Gaza is associated with Hamas and other resistance movements, but in actuality, digging tunnels in Gaza go even before the use of these tunnels as methods of resistance, but rather as a way for Palestinians who are confined in the very limited Gaza space to build inroads to Egypt and to find ways to communicate with the outside world. Alors on peut aussi parler des tunnels. Les tunnels, depuis le début du génocide, on les associe au Hamas et aux autres mouvements de résistance. En réalité, la construction de tunnels à Gaza, c'est une stratégie qui a existé bien avant ces mouvements de résistance-là. C'est une façon pour les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont emprisonnés dans la bande de Gaza de garder un lien avec l'extérieur, de pouvoir se déplacer vers l'Égypte, entre autres, de pouvoir avoir des communications avec des personnes qui sont hors de la bande de Gaza. Donc ça va bien au-delà des mouvements de résistance. Armée en tout cas. When the war on Gaza started on October 7, Yoav Gallant, the Israeli Minister of Defense at the time, made his famous statement, no food, no water, no fuel. The idea was to tell the Palestinians in Gaza that they are the enemy. And the immediate practice that Israel would use is the same practice that they have used against my refugee camp, against Palestinians during the Intifada, against every period of conflict with the Palestinians, and that is the immediate collective punishments of ordinary people, because again, they are the essence of the Palestinian rebellion and the Palestinian revolution. Quand le blocus et la guerre sur Gaza a commencé en 2007, vous vous souvenez peut-être de cette... What year did he say that, Yoav Gallant? At the beginning of the war, October 7. Ah, ok, merci. En effet, donc le début du génocide en octobre de l'année passée, on a eu cette déclaration assez choc de Yoav Gallant,
qui a dit qu'on allait répondre en coupant l'accès à la nourriture, à l'eau et à l'huile et l'essence à rasa. Et c'était une façon de faire comprendre aux Palestiniens et Palestiniennes que eux tous, le peuple entier, était l'ennemi d'Israël. Et cette stratégie-là qui a été mise en place dès le début du génocide, c'est la même stratégie qu'on a vue par le passé. C'est la même stratégie qui avait été mise en place contre mon quartier, le camp de réfugiés dans lequel j'ai grandi, la même stratégie au début du blocus à Gaza, la même stratégie aussi lors des intifadas. Cette stratégie, c'est la punition collective et immédiate sur l'entièreté des Palestiniens et Palestiniennes, y compris des personnes lambda comme vous et moi. This strategy is often joined with a practice that we refer to as the politics of humiliation, which is to use physical confinement, psychological torment, for example, the what we call the tanana, or the drones that are constantly hovering over Gaza every second and every minute and every hour of every day. That usually comes with the politics, what we call the politics of humiliation, as in degrading the Palestinian people while in confinement. We have seen that during this genocide in Gaza, and that's through the mass rape of women, the stripping of men, torture, and that sort of thing. Alors cette stratégie-là, elle vient aussi avec une pratique particulière qu'on peut appeler la pratique de l'humiliation, qui est une pratique et même une politique israélienne. Donc c'est tous des moyens qui sont mis en place pour humilier les Palestiniens et Palestiniennes au jour le jour. On le voit avec ce qu'on appelle le tanana, c'est des drones qui volent constamment au-dessus de Gaza pour leur rappeler la présence et la surveillance israélienne. On le voit au sein des différentes méthodes dégradantes qui ont fait la une des bons médias, en tout cas depuis le début du génocide, les viols de masse envers les femmes palestiniennes, demander aux soignants et aux hommes palestiniens de se déshabiller, les tortures également qui ont été faites, donc différentes pratiques et une politique d'humiliation. When this strategy of physical confinement and torture and humiliation doesn't work, Israel resorts to another strategy, and that is ethnic cleansing and, when is needed, genocide, as what is happening in Gaza right now. Et quand ces stratégies ne marchent pas, donc d'humiliation et de pratiques dégradantes, alors Israël fait recours à une autre de ses cartes qui est le nettoyage ethnique. Et quand ce nettoyage ethnique n'est toujours pas assez pour arriver à leur fin, alors là on arrive à la carte du génocide qui est maintenant en cours en Palestine. If you are a Gazan who have lived in Gaza in the last 14 months, as many members of my family have, you will find yourself that you have lived a journey in which you are pushed, for example, from Beit Lahia to Jabalia to Gaza City to Khan Yunis to Deir el-Balah, back to Jabalia, back and forth, back and forth. That's a form of ethnic cleansing that Israel uses in order for them to exhaust the Palestinian people who are already depleted and starved. Si vous êtes une personne qui vit à Gaza et qui est à Gaza depuis le début du génocide, donc déjà il y a 14 mois, comme beaucoup de personnes de ma famille et de mon entourage proche, eh bien vous avez vécu déjà différents déplacements. Donc vous avez peut-être commencé à Gaza City, puis vous avez été déplacé vers Jabalia, ensuite vers Khan Yunis, puis retourné à Jabalia. Donc il y a des déplacements constants qui sont faits. C'est aussi une méthode de l'armée israélienne qui sert à épuiser tout simplement les Palestiniens et les Palestiniennes qui sont déjà épuisés par bien d'autres pratiques, y compris la famine à Gaza. What makes the genocide in Gaza particularly unique in history, or in the history of the relationship between the Zionists and the Palestinians, is the fact that Israel is using all of its brutal policies that they have used since 1947-48 all at once. Ethnic cleansing, famine, genocide, collective punishment, and physical confinement in ways that have never been used before. Ce qui est profondément unique aujourd'hui dans le génocide auquel on fait face, ce qui est unique dans l'histoire et ce qui est unique aussi dans la relation entre les Palestiniens, Palestiniennes et le sionisme, c'est que pour la première fois dans l'histoire, Israël utilise les trois cartes au même moment. On a un mélange de nettoyage ethnique, de génocide et de pratiques de torture et humiliantes au quotidien.
The problem for Israel, though, is this. It seems that no matter what they do to the Palestinians, it seems that the Palestinian spirit remains unbroken. And this is a big dilemma because Israel has used every form of extermination against Palestinians. Not only they are yet to give up, they are still standing and they are still fighting as no national liberation movement has done any time in history. Le gros problème pour Israël, c'est que malgré cette stratégie de toutes les cartes qui viennent ensemble pour la première fois dans leur histoire, ils n'ont toujours pas réussi à faire taire ou à décourager l'esprit palestinien et à casser l'esprit palestinien. Et donc, c'est un gros dilemme pour Israël parce que malgré ces formes concentrées d'extermination qui sont aujourd'hui, qu'on peut aujourd'hui voir, ils n'ont pas encore réussi à arriver à leur ambition. Et donc non seulement aujourd'hui les Palestiniens et les Palestiniennes n'abandonnent pas, mais ils sont encore toujours debout. Ils sont debout, ils se battent encore au quotidien. Et c'est d'ailleurs assez unique aussi dans l'histoire des luttes. Ils sont encore debout malgré toutes ces histoires d'oppression. To the contrary, it seems that the prison metaphor in Palestinian culture has become as such that when a prisoner becomes a prisoner, he is actually elevated in society. Even individuals who may have not been well known prior to the prison experience immediately claim their positions in the top leadership of the Palestinian people. Toutes ces conditions ont mené à une modification de la métaphore de la prison au sein de la société palestinienne. Aujourd'hui, faire l'expérience de la prison israélienne, être emprisonné par Israël, c'est une façon, ça a pour impact d'élever les personnes emprisonnées palestiniennes au sein de la résistance. C'est une expérience que les personnes emprisonnées arrivent en fait à s'approprier et à tourner comme un levier de leadership au sein de la Palestine. Inside Israeli prisons, Palestinians organize, mobilize, resist, form schools, form universities, hold elections, support one another socially, and in many ways break the factional divisions that exist within Palestinian society outside prison. Aujourd'hui, dans les prisons israéliennes, les Palestiniens et les Palestiniennes s'organisent, ils se mobilisent, ils s'unissent, ils arrivent à former des universités, des écoles, ils tiennent des élections en prison, ils se soutiennent les uns les unes les autres et arrivent même à casser les factions, les différents groupes sociaux au sein de la Palestine. Ils arrivent à casser cela en prison, ce qui a un impact donc sur le dehors et l'au-delà de l'expérience de la prison. Some of the Palestinian prisoners, some of you are aware of who they are. Marwan al-Barghouti, for example, Ahmed Saadat, Khadr Adnan, Nail al-Barghouti, Khaled Jarrar, of whom we spoke yesterday and we read one of her quotes, and she has a beautiful story in the book. But you also have such characters as Isra Jabis. And let me tell you just a little bit about Isra Jabis. Alors, vous connaissez sans doute les principaux noms de grands prisonniers et prisonnières palestiniens qui sont devenus un peu des icônes de la résistance. On a Marwan Barghouti, Ahmad Sadat, Khalil Jarrar, on en a parlé. On en parle beaucoup dans mon livre que vous pouvez encore acheter à la fin de cette conférence. Mais on parle un peu moins de Isra Jabis, dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Isra Jabis was a Palestinian woman who was making a move from the West Bank to Jerusalem when she was attacked by Israeli soldiers, claiming that she was trying to drive over Israelis at a checkpoint. Her car caught on fire, and vast majority of her body and her entire face basically burned. Alors, Isra Jabis, c'est une femme palestinienne qui était en route. Elle faisait le déplacement entre la Cisjordanie et Jérusalem. Quand elle a été attaquée par des soldats de l'armée israélienne,
et qui l'ont accusé d'essayer de, de passer au-delà du checkpoint sans passer par le checkpoint officiel. Donc elle était en voiture dans son véhicule, ils ont mis feu à sa voiture et une grande partie de son corps et de son visage a été brûlée. Isra Jabis became so iconic to Palestinian culture to the point that her burned face became an image of beauty and sumud, steadfastness. She became perhaps the most beloved Palestinian woman in our society. L'histoire de Isra Jabis a fait d'elle une icône au sein de la société palestinienne. Elle est devenue une icône à tel point que son visage, en partie brûlé, est devenu une expression de beauté au sein de la société palestinienne. Une expression de beauté, mais aussi de soumoud, qui peut se traduire par un mélange de résistance et de résilience palestinienne. Et elle est aujourd'hui l'une des figures les plus appréciées, les plus aimées au sein de la société palestinienne. This is why one of the first names that were placed on the list of prisoners exchanged that took place between the resistance and the Israeli occupation was Isra Jabis, which in many ways also cement the unity that exists and has always existed between Gaza and the West Bank. C'est l'une des raisons pour laquelle le nom d'Isra Jabis était l'un des premiers qui a été mis sur la liste d'échanges de prisonniers, donc après les attaques du 7 octobre, échange de prisonniers palestiniens contre les otages israéliens. Et c'était aussi une façon de solidifier encore davantage les liens entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. One cannot overstate the importance of Palestinian prisoners in the collective national psyche of the Palestinian people. You might find it a little bit strange that, according to Lancet magazine, nearly 200,000 Palestinians would have been killed if the war stopped by July 31st. Yet somehow the Palestinians are still focused on releasing few thousand Palestinian prisoners in Israeli prison. C'est difficile de pouvoir exprimer à quel point les prisonniers palestiniens sont importants dans la résistance palestinienne. Vous avez sans doute entendu parler des chiffres du journal américain scientifique Lancet qui a estimé le vrai bilan des morts à Gaza à plus de 200 000 personnes. Et malgré cela, on a les Palestiniens et Palestiniennes qui se battent encore pour la libération de quelques centaines ou milliers de personnes emprisonnées en Palestine. Ça peut nous surprendre en tant qu'occidentaux, mais vous voyez maintenant pourquoi c'est important. Because for us, the issue of prisoners is not just about prisoners as individuals or as representatives or members of various faction groups. For us, prisoners is the representation of the Palestinian experience as a whole. The imprisoned Palestinian people, the quest for freedom for the Palestinian people, and the resistance of the Palestinian people. Et la raison pour laquelle les Palestiniens et Palestiniennes continuent à mettre l'accent sur les prisonniers palestiniens et palestiniennes, c'est parce que pour eux et pour elles, ces prisonniers ne sont pas juste des individus. On ne se concentre pas seulement sur l'individualité de cette expérience. Chaque prisonnier et prisonnière palestinienne est une représentation de l'expérience palestinienne en tant que telle et encore plus grande au-delà de l'individu. C'est une représentation de l'oppression des Palestiniens par Israël, c'est une représentation de la quête de liberté des Palestiniens et c'est une représentation surtout de la résistance palestinienne. And finally, as Yoav Gallant's message to Palestinians, no food, no fuel, no water, the Palestinian message to Yoav Gallant, Benjamin Netanyahu, and all the rest, no surrender, no surrender, no surrender. Thank you. Et donc pour clôturer, on a parlé des propos de Yoav Gallant, la réponse au 7 octobre, pas de nourriture, pas d'eau, pas de vivres dans Gaza. La réponse des Palestiniens, c'est no surrender. J'ai du mal à trouver le bon mot. Voilà, oui, on ne se soumettra pas, on n'abandonnera pas, on ne se rendra pas. Ça, c'est la réponse palestinienne à Israël. Merci.